Donc, je suis la réalisatrice de films d'animation muséographique depuis une dizaine d'années. Je travaille au sein de petites structures de production et plus particulièrement depuis 2010 dans une structure associative qui s'appelle C'est Magnifique et que nous avons créée avec des amis pour répondre à un besoin commun de penser et d'agir différemment dans le cadre d'un film de commande et d'une réponse à un appel d'offres public. Donc j'ai réalisé des films. Alors là ici vous avez quelques vignettes des derniers. Des films comme Amora pour le musée de la Corse, La mécanique du rail pour le musée de Bretagne, ça ce sont les deux derniers. Donc Le Pass avec Énergie les nouveaux rêves, c'est une toute petite série de 6 films de 1 minute qui expliquent des énergies différentes. Du Soleil en bouteille, qui est un film pour l'Université de Corse et le CNRS pour expliquer un de leurs procédés. Et enfin Construis ta ville, qui elle est par contre une application interactive. Donc je travaille aussi bien sur des films que sur de l'interactif. Je fais aussi de temps en temps un petit peu de programmation. Nicolas et Michael, quand ils m'ont demandé de participer à cette conférence et à cet événement, ont pointé 3 questions sur lesquelles je pouvais plancher, qui sont comment rester créatif avec des clients, comment garder son intégrité et son indépendance, comment, même lors de la réalisation d'une commande, mettre en valeur ses qualités d'artiste. Ce que je voudrais qu'on fasse d'abord, c'est dresser un rapide portrait de ce qu'est un film de commande, parce que je ne sais pas si tout le monde ici a une idée exactement de ce dont il s'agit. Donc en fait, on a un sujet qui est imposé. On a parfois le propos, c'est-à-dire la façon d'aborder ce sujet. On a parfois aussi le scénario qui est imposé, la durée, le format, le mode de visionnage, l'âge du public et bien évidemment le budget. Dans le cas de films muséographiques, c'est très souvent des petits budgets, voire des très petits budgets. On est soumis à tout un tas d'étapes de validation et de personnes qui vont regarder d'abord notre dossier quand on répond à l'appel d'offres et ensuite les différentes étapes de travail, que ce soit le scénario ou le storyboard. Et parmi ces gens-là, on va avoir le commanditaire déjà, donc la personne qui va passer la commande, des conseillers scientifiques qui vont scruter le scénario pour être sûr qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises, des pédagogues qui vont détailler le processus d'apprentissage à l'intérieur du film ou du procédé interactif, et peut-être aussi des politiques qu'il faut éviter de froisser, ou des historiens qui ont des choses qu'ils ont envie de dire et pas d'autres, donc tout un tas de susceptibilités aménagées. Ce qui fait qu'en fait, dès le départ, il y a une sorte de gros nuage de contraintes qui va peser sur le film de commande. Et ce gros nuage qui pèse, il peut nous donner envie de ne pas répondre, de fuir, ou alors de faire un PowerPoint et de s'en aller tranquille. Et pourtant, moi je dirais, et si le film de commande, c'était ce film auquel vous n'auriez jamais pensé sans cette commande? Et si c'était le film que vous n'auriez jamais osé faire? Et si c'était le film qui va changer votre pratique créative du tout au tout? C'est comme ça que moi, en tout cas, j'envisage la réponse à un film de commande. Donc, ce type de travail, c'était la base de mon enseignement quand j'enseignais à Supinfocom. J'ai arrêté il y a 2 ans, mais je donnais des cours là-bas pendant 5 ans, donc des cours sur After Effects et des cours de conception et réalisation de films de commande. Donc je suis absolument persuadée qu'il est utile, qu'il est nécessaire et qu'il est riche d'enseignement sur une pratique artistique et sur soi-même. Et je voudrais qu'on constate 3 choses. On va dire que dans de nombreux festivals d'animation, il y a des catégories à part pour les films de commande. C'est le cas à Annecy, c'est le cas dans les sélections de Bru ou à Ottawa. Il y a certains festivals d'animation qui n'acceptent carrément pas que l'on soumette des films de commande. Ensuite, il y a des productions qui sont différentes d'une production d'animation classique. Ça va être un film qui va être commandé à par exemple, à une agence de communication,
Et du coup, on va avoir des interlocuteurs encore différents, on va avoir encore une couche de validation en plus avec, par exemple, un directeur artistique ou des rédacteurs concepteurs ou un chargé de clientèle. Ce qui fait qu'en fait, dans ce genre de conditions-là de travail, on va avoir énormément de leviers sur le film qui fait qu'on peut avoir du mal à conserver une vision globale de ce qu'on est en train de réaliser. Et enfin, les organismes qui sont chargés d'aider matériellement les films, matériellement et financièrement, ils ne font pas forcément rentrer les films de commande ou les films institutionnels dans les films qui vont pouvoir aider. C'est le cas du CNC, c'est le cas des régions aussi. Du coup, je ne vais pas discuter avec vous du bien fondé de ces trois choses-là, parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais je voulais juste pointer ce qui, dans la tête de nombreux acteurs de l'animation, fait qu'à un moment donné, dans le fil de ma carrière, on va me demander qu'est-ce que j'ai fait comme film créatif. Et je pense que cette question-là, qu'on me pose souvent, c'est vraiment le fond de ce dont on va parler aujourd'hui. Par rapport à cette question, je voudrais savoir pourquoi, quand la Cité des Sciences, par exemple, me commande un film, pourquoi est-ce que je serais soumise à davantage de pression? Pourquoi est-ce que j'aurais moins d'espace de liberté et d'expression que la réalisatrice qui, elle, va envoyer un dossier de demande de financement au CNC ou qui va devoir dealer avec une chargée de programme dans une chaîne télévisée? En fait, on a toutes les deux le même public. C'est-à-dire que le public qui va venir à l'Expo de la Villette et qui va voir mon film, il va rentrer chez lui, il va allumer sa télé, et peut-être qu'il verra le film de cette réalisatrice. Ou bien, il rentre de la Villette, il va à un festival et il va voir son film. Mais la personne qui regarde le film, c'est la même en fait. Du coup, cette personne-là qui regarde mon film, c'est elle que je vais avoir, moi, à l'esprit tout de suite, dès le moment où je vais lire l'appel d'offres et où je vais y répondre. Je pense qu'il est crucial aujourd'hui encore plus encore plus parce qu'il y a plus de moyens de voir des films, il y a beaucoup plus de diffusion. Il est crucial de donner à la notion de commande, donc de contrainte, parce que c'est ça dont il s'agit en fait, c'est des contraintes constamment sur plein de points. Il est important de donner à cette notion de commande une place juste pour que nos films, à elle comme à moi, puissent être vus par un maximum de personnes et puissent être aussi créatifs et aussi porteurs de sens et de sensations et que leur visionnage soit une expérience enrichissante, autant le sien que le mien. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour amorcer ce changement d'approche du film de commande. Alors on va dire que maintenant on s'est débarrassé un peu de tous les a priori qu'on peut avoir sur la commande, là, juste en mettant ces quelques points à plat. Et qu'on va pouvoir aborder de manière plus pratique la façon dont on s'y prend quand on est face à un monceau de contraintes. Ce que je vais vous raconter là et ce dont je vais vous parler dans les minutes qui suivent, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans une école parce que je n'ai pas fait d'école. C'est vraiment par la pratique que j'ai fini par trouver des manières d'être au maximum libre sous ces contraintes-là. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'apprentissage que j'ai fait sur le tas, qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous, il ne devait pas être trop hasardeux et trop malvenu, puisque en décembre dernier, j'ai obtenu un DMA de cinéma d'animation et par la validation des acquis de mon expérience. Là, je voudrais faire juste une petite parenthèse. Si vous travaillez comme animateur, comme réalisateur depuis plusieurs années, que vous n'avez pas de diplôme, que vous aimeriez reprendre vos études, faites une VAE, faites une validation des acquis de votre expérience. C'est long, c'est pas forcément très agréable tout le temps, c'est beaucoup de papier. Dans ce métier en particulier, il y a de fortes longueurs parce que c'est pas un diplôme qui est demandé souvent, donc ils sont pas très au courant de ni comment ça se passe, ni où est-ce qu'on les passe. Mais il faut continuer à s'accrocher. C'est important pour vous parce que ça va valider une pratique, mais je pense aussi que c'est important
pour tout le reste de l'écosystème éducatif par rapport à notre métier. C'est important parce que vous vous retrouvez en jury face à des personnes qui sont les enseignants des élèves qui arrivent, et vous arrivez avec des années de pratique et avec un cursus qui n'est pas le même, bien évidemment, que celui d'un étudiant qui arrive. C'est un cursus qui, comme dans mon cas, peut être très chaotique et très divers, et je pense que c'est important de porter cette parole-là aux personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, principalement à l'inspecteur d'académie, puisqu'il est là quand vous passez l'examen, et de montrer qu'il y a une pratique et que cette pratique-là rejoint bien évidemment les savoirs qui sont enseignés, mais que l'enseignement n'est pas déconnecté, ne doit pas être déconnecté d'une réalité. Donc en fait, ce dont je vais vous parler, c'est intimement lié au contenu des cours que je donnais à Supinfocom, puisqu'en fait, on mettait les élèves vraiment dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles je me retrouve quand je réponds à un appel d'offres. Donc je vais faire souvent des relations entre mon travail et ce qu'on demandait aux élèves. Je pense que c'est intéressant parce que je vois que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes gens, et ça permet justement de s'extraire un peu du côté très scolaire, pour essayer ça vous permettra de voir comment est-ce qu'on peut faire des ponts entre sa scolarité et une pratique quotidienne et professionnelle. Donc en fait, quand on commençait ce travail-là à Supinfocom, c'était avec les élèves de 2e année. On leur demandait de réaliser un film très court, c'était en général entre 1 minute et 1 minute 30. Le sujet était imposé, la durée aussi, on était plutôt sévère par rapport à ça. Ils travaillaient en binôme, mais le binôme aussi était imposé. Donc avec l'équipe pédagogique, on disait tiens, on pourrait mettre un tel avec une telle, qu'est-ce que tu en penses? Et on faisait nos binômes comme ça sur l'ensemble des 2 classes. Au moment où on annonce ça aux élèves, d'abord ils sont pétrifiés de peur. Avant le début de la conférence, on va leur donner tout ça. Et quand ils connaissent le sujet, et puis la personne avec laquelle ils bossent, ils vont bosser pendant les mois qui restent jusqu'à la fin de l'année. En général, c'est pas non plus la liesse totale. Donc il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler ensemble. Il y a des gens que le sujet rebute complètement. Et pourtant, il va falloir qu'ils fassent avec. Et c'est à ce moment-là, je leur expliquais comment j'imaginais le travail sous la contrainte. C'est un peu comme si on était des animaux dans une ferme. On a été toujours élevés dans cette ferme-là, et puis on y est bien. Et puis un jour, il y a le fermier qui décide d'aller nous faire paître ailleurs. Il va prendre une partie de ce groupe d'animaux, et puis il va les lâcher dans la nature. Alors, par contre, c'est une super nature. Il y a des montagnes au loin, de l'herbe bien grasse, il y a plein de petites plantes savoureuses, il y a un ruisseau pas loin, et puis il les laisse, voilà. Le lendemain, il vient les chercher et il en manque 75%. Il y en a qui sont tombés dans les crevasses, il y en a qui ont été emportés par le ruisseau, il y en a qui ont fait des indigestions. Bon, c'est pas grave, les 25% qui restent sont top quand même, hein, et il les ramène. Et puis le lendemain, il va tenter autre chose. Il prend une autre partie de son cheptel, puis il va les mettre dans un petit enclos, pas bien grand. Hein. Et à côté de l'enclos, il y a l'herbe et elle est drôlement verte, mais c'est derrière la barrière. Et puis il y a toutes ces petites herbes aromatiques qui sont super bonnes, mais c'est derrière la barrière, et l'eau aussi. Et les animaux, ils sont là dans leur enclos, et ils regardent, et puis il y en a qui disent je vais sauter. Hein. Alors ils sautent la barrière. Alors il y en a qui sont drôlement athlétiques, ça le fait bien, ils arrivent à s'échapper, à aller me couperouter là où ils voulaient. Et puis il y en a qui se cassent les pattes et ils sont super mal. Et puis ils meurent. Et puis, oui, c'est dramatique. Hein. Et puis il y en a qui vont rester là, ils vont dire pourquoi pas, hein. Ils passent leur journée à roupiller dans leur enclos. Et ce que j'avais envie d'expliquer là à mes élèves, c'est il y a une dimension que vous n'avez pas vue. C'est sûr que l'herbe là-bas, elle est super belle. C'est sûr que vous avez envie de gambader partout. Mais il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est de creuser.
Parce que dans le sous-sol, il y a plein de trucs super. Dans le sous-sol, on va trouver des gemmes, on va trouver de l'or, on va trouver du pétrole, on va trouver plein de choses qui sont invisibles actuellement, mais ils y sont, et ça j'en suis persuadée. Le travail de commande, le travail sous la contrainte, en fait, c'est exactement ça. Vous allez avoir une classe d'élèves, et vous allez les laisser vagabonder, vous dites « sujet libre », faites ce que vous voulez, pas de problème. Et vous allez, à la fin de l'année, récupérer, oui, peut-être, des trucs vraiment super, mais peut-être qu'il y aura eu 3-4 élèves qui auront cédé à l'angoisse totale parce que c'est flippant. Et moi, j'avais pas envie de me dire, eh ben tant pis pour eux, parce que je trouve que c'est pas juste, parce que je trouve que quand on est jeune et quand on débute, on a plein de fragilités là, plein de fragilités. Et les expérimenter tout de suite au bout de 2 ans d'études, je trouve que c'est vraiment trop difficile. Alors je leur disais, on va prendre une année où on sera dans un petit enclos. C'est pas super chouette, mais vous allez voir que très rapidement, on commence à creuser et que ce que vous allez remonter, ce ne seront des choses qui ne feront que vous appartenir parce que c'est votre personnalité qui remonte. Et le travail, quand on travaille sur un film de commande, quand on travaille sur un film contraint, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on va puiser en soi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Par exemple, on va devoir faire un film de 5 minutes et on a un budget de 12 000 € et on a super envie de faire de la belle animation. Je sais pas, on a envie de faire du sable animé, et non, on va pas pouvoir faire du sable animé avec 15 000 €. Ou alors, il y a des chances pour qu'on mange des pâtes pendant quand même très longtemps après. On va dire, je peux pas le faire, je vais faire autre chose, et le sable va nous faire penser à autre chose, et on trouvera un moyen auquel on n'avait pas pensé, et on fera un super film auquel on n'avait même pas idée qu'on l'avait en soi, ce film-là. Et je pense que travailler avec une basse contrainte, c'est aller plus profondément, mais il faut l'aborder de cette manière-là, parce que sinon, on saute une barrière, on dit moi les contraintes je m'en fous, on saute et puis peut-être que de l'autre côté on va crever la dalle, on va se faire mal, on va se blesser et ça n'amènera rien et que de l'aigreur. Donc on va prendre toutes ces contraintes les unes après les autres puis on va essayer de les bidouiller pour voir comment est-ce qu'on peut faire avec. Et en tout cas en faire quelque chose de fort. On commence par l'équipe qui est imposée. Je peux vous dire que ça a même pleuré parfois. C'est-à-dire que tu as une telle qui se retrouve avec une telle et elles peuvent juste pas se voir. Et les 4 mois qui viennent, nous on est bien mal parce qu'on ne savait pas que c'était aussi difficile. On dit voilà, il faut qu'on assume aussi. Hein. Donc on va essayer d'éviter qu'elle s'écharpe. Voilà. C'est juste une parenthèse rigolote. Une année, on a trouvé un truc marrant. On avait assemblé les équipes et puis il y en a 2 qui sont venus nous voir et qui ont dit écoutez, madame, je pense qu'on ne peut vraiment pas travailler ensemble. J'ai dit bon, mais pourquoi? Mais en fait, ils étaient ensemble dans la vie et personne ne le savait. Et donc, ils vivaient ensemble et ils étaient ensemble tout le temps. Et ils ont dit quand même, pour jusqu'à la fin de l'année, la travailler en plus ensemble tout le temps, ça serait vraiment gênant. Du coup, on a dit bon, d'accord, ok, on va changer. Donc, quand on présente l'équipe, quand on présente tout ce dossier-là, la première chose que je leur dis, c'est que vous allez devoir faire un dossier, comme répondre à un appel d'offres sur ce sujet imposé. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire un court texte sur pourquoi votre binôme est parfaitement adapté à cette demande-là, et pourquoi c'est vous qu'il faut qu'on choisisse. Alors là, on me dit, ah oui, mais on ne se connaît pas, on ne s'est pas choisi, et puis c'est embêtant de dire qu'on sait bien faire les choses alors qu'on ne sait pas. Alors je dis, de toute façon, on va pas vous faire passer à la machine aux aveux, c'est pas grave, vous pouvez raconter n'importe quoi, vous pouvez mentir, c'est pas un problème. Juste, forcez-vous consciemment à écrire ce texte-là. Donc ils commencent à écrire, ils discutent entre eux, et qu'est-ce que tu aimes bien, et qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, et puis ils commencent à faire ce texte. Ce qui est étonnant, c'est que ce texte, qui pour certains est complètement artificiel, mais il y en a qui ont vraiment plein de tomes crochus, donc c'est super, mais il y en a qui écrivent ça vraiment de manière très artificielle, et on se rend compte, à la fin du travail en commun, que finalement ça rejoint un peu ce qu'ils avaient écrit au départ, un peu comme si quand on fait l'effort conscient
de travailler ensemble, il y avait des choses qui passaient de l'un à l'autre, une espèce de fusion qui fait qu'au final, tout ce qu'on a insufflé de manière artificielle au début finit par prendre corps et exister. Après, il y a le sujet imposé. Alors pour travailler sur un sujet, moi ce que je fais au départ, c'est que je pense vraiment aux personnes qui vont le regarder. Je me dis, voyons, je vais vous parler de quoi ? Il y a un film qui n'est pas là, c'est un film sur le risque, un film interactif qu'on a fait en binôme avec Benjamin Giboud, avec lequel je travaille depuis plusieurs années, sur le risque. Et au départ, on s'est dit, oh, le risque, principe de précaution, tout ça, on voit bien ce que c'est, il n'y a pas de souci. Puis quand on a commencé à creuser le machin, et quand j'ai commencé à essayer de rédiger le scénario, en général, je m'occupe de l'écriture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement compliqué comme sujet. C'est vraiment pas évident à illustrer et à faire comprendre au public. Donc je me suis dit, le public, il a quoi en tête ? On parle beaucoup de principes de précaution, on a parlé de principes de précaution pour ces histoires de vaccins contre la grippe. Donc je vais ramasser un tas d'a priori que moi j'ai en tête pour commencer, parce que très souvent je parle de sujets que je ne maîtrise mais absolument pas. Donc toutes les idées préconçues, j'en ai déjà pas mal en moi, donc ça je les liste. Et puis ensuite je me dis, voyons, qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce qu'on leur dit à la télévision, qu'est-ce qui passe en ce moment comme film qui tombe pile poil dans ce sujet-là et dont tout le monde parle. Et cette matière-là, ça va être ma matière première. Quand on parle du public, quand on répond soit à un appel d'offres, soit quand on fait un film, on en parle comme d'une cible. Alors c'est qui votre cible ? C'est quoi votre cible ? Moi, je pense que la cible, c'est bien de savoir qu'on ne parle pas de la même manière à un enfant de 4 ans qu'à un adulte de 40. Mais à part ça, le public, il ne faut pas le voir comme une cible. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme une matière, comme ma vraiment toute première matière première. Donc, je dresse son portrait, sachant que l'universalité, je pense que c'est quelque chose qui n'existe que de manière complètement fantasmée. Il y a des gens très différents, il y a des cultures différentes. Ce que vous êtes absolument certain que tout le monde va comprendre dans un sens, vous le transposez, vous le montrez à quelqu'un d'une autre culture, il va comprendre complètement autre chose. Donc ça, il faut en être conscient aussi. Il faut essayer d'élargir au maximum ses sources. Donc ça, voilà, ça c'est le départ. Ensuite, bien évidemment, pour le sujet lui-même, je vais faire des recherches, je vais discuter avec des scientifiques, je vais essayer de retrouver un maximum d'informations, et à partir de ça, je vais commencer à bâtir mon film. Je vais ensuite travailler aussi sur le vocabulaire. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait de super slides comme mes collègues de ce matin, il y a juste une image fixe. Par contre, j'ai 4 pages de papier. Pour moi, les mots, c'est super important. Donc ça fait partie de ma façon de dépatouiller un sujet. Je vais commencer à travailler sur des réseaux lexicaux par rapport au sujet dont on va me parler. Par exemple, pour risque, je prends risque et pendant une journée, 2 journées, le temps qu'il faut, je laisse le temps à ce mot-là d'avoir des échos et je les note au maximum. Alors ça peut être des mots, ça peut être des proverbes, ça peut être des expressions... plein de choses, voilà. Et là, je commence à avoir une espèce de sac dans lequel j'ai plein de matières. Et c'est à partir de cette matière-là que je fais naître cette forme, la voix off, le scénario, les images. Et le style graphique aussi, qui souvent découle, à partir d'un moment, tout devient un peu cohérent et découle de manière naturelle de tout l'ensemble de cette recherche. Je dirais que c'est quelque chose que je ressens et qui arrive de plus en plus fréquemment avec le temps. Et le meilleur exemple, ça va être les 2 derniers films. Donc Amora, qui passera ce soir, qui est un film sur un jeu de main façon pierre, papier, ciseaux, un truc très très ancien, qui se joue encore en Corse aujourd'hui, en Italie. Et finalement, tout le film est dessiné à partir, donc toutes les brosses Photoshop que j'ai utilisées, c'est quasiment que mon pouce et puis des empreintes de ma main.
ce qui se voit sur certains plans plus que sur d'autres. Donc tout tourne autour des mains et vous verrez, il y a plein de mains. J'ai fait du stop motion avec de la pixelation avec des mains. Ou la mécanique du rail. Donc La Demande, c'est un film sur les métiers du rail en 1930 en Bretagne. Et en cherchant un peu... comment ça fonctionnait, tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des familles. Et puis, en faisant cette fameuse recherche lexicale, famille, cette famille, jeu de cartes, et puis on continue à creuser, on se dit, bah oui, c'est là le truc, en fait. Oui, un jeu des 7 familles, c'est vraiment ça. Et le jeu de loi aussi, quand même, c'est vachement bien. Le fait d'avancer, ça fait comme une sorte de rail et un parcours. Et donc, en fait, on a fait un film qui est entièrement à partir de cette histoire de jeu, entre le jeu de loi et les 7 familles. Travailler comme ça à partir de réseaux lexicaux, alors ça, c'est vraiment parce que c'est ma sensibilité. Après, ça peut être complètement autre chose. On peut travailler à partir davantage d'images ou de matière. Ça dépend de chacun. Mais travailler à partir de ça, travailler à partir de son public, travailler à partir de tout ce qui traîne dans l'air, d'a priori, de films, d'articles de journaux, ça permet d'avoir une vision décalée par rapport à un sujet, et ça permet de trouver dans ce sujet-là un fil, une sorte... À un moment, ça devient organique et on prend ce fil-là et on le tire et tout vient derrière et tout se tient. Et on a un film qui va porter le sens, les notions qu'on doit porter, parce que c'est ça qu'on nous demande en fait. On nous demande que le public, quand il sort de l'expo, par exemple, Énergie, les nouveaux rêves, il a compris ce qu'était l'énergie mécanique, l'énergie chimique, l'énergie électrique. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Et en travaillant de manière très cohérente, on se rend compte que le sens et la notion, elles passent non seulement par les mots, par la voix off, mais aussi par l'image, par le son, parce que tout est en cohérence et relié à notre sujet. Ce qui fait que quand on écrit un film dont la durée est imposée, et on se dit, mais en 3 minutes, jamais je vais réussir à expliquer ce truc-là, eh bien, on se rend compte qu'il y a des secondes de compréhension qui vont être prises en charge par l'une ou l'autre partie, l'une ou l'autre composante du film. Voilà. Ensuite, il y a la durée. Donc, je reviens sur la durée qui est imposée. Moi, je crois que pour moi, c'est la contrainte la plus difficile. C'est celle que j'arrive à gérer depuis peut-être 3 projets, vraiment gérés, où je dis pas, moi on a 30 secondes de plus, mais c'est pas grave, on va pas vous les facturer. Le problème, c'est pas tant ça en fait, hein. C'est que le public, lui, il est devant l'écran là, et puis à côté, il y a une super manip. Et il y a 50 gosses qui sont morts de rire. Donc de toute façon, il n'a qu'une envie, c'est aller à côté, c'est pas du tout voir votre film. Donc la durée, l'importance de la durée, c'est ça. Il est debout, parce que c'est rare qu'on ait un film où les gens sont assis, donc il est debout. Ça fait déjà une demi-heure qu'il traîne dans l'expo, il a envie d'aller à la buvette à côté. Donc voilà. Donc la durée, c'est important pour penser au public, pour qu'il ait quand même le temps d'assimiler ce que vous avez à lui apprendre. D'autant plus si les notions qu'il y a dans votre film sont importantes pour comprendre le reste de l'expo. Et après, il y a une autre chose qui est importante par rapport à la durée. C'est votre bien-être, c'est le bien-être des gens avec lesquels vous travaillez. Nous, on travaille en toute petite équipe. Donc, Benjamin et moi, on est souvent en co-réalisation. Benjamin va plutôt animer tout ce qui est personnages humains, animaux, enfin tout ce qui est vivant. Moi, je ne suis pas très très douée avec tout ce qui est vivant. Donc, moi, je vais animer tout ce qui va être... où on a moins de références humaines. Et puis, je vais faire le compositing. Moi, je vais m'occuper de l'écriture. Et puis ensuite, de la suivi de la direction d'acteurs pour les voix. J'ai pas envie de dire à Benjamin, au fait, le film il dure pas 4 minutes, il dure 5, et il va falloir qu'on bosse encore 1 mois avec le budget du départ, parce que ça, par contre, les films de commande, on vous fait pas de rallonge. J'ai pas envie de ça.
J'ai pas envie quand je demande Nicolas à animer tous les personnages humains qu'il y a sur les cartes du film La mécanique du rail. Donc en fait, les personnages jouent aux cartes et les cartes s'animent à l'intérieur. J'ai pas envie de dire à Nicolas, au fait, faut que je rajoute 30 secondes, il y a encore 10 cartes à animer. C'est pas correct. Et puis, donc cette autre contrainte, c'est pareil, je l'intègre tout de suite. Ça sert à rien d'arriver à la fin, en tout cas de mon point de vue, et de se dire non, mais j'ai envie de, je sais pas, d'une séquence super bien en pastel animé. Non, j'aurai pas ma séquence en pastel animé, mais j'aurai autre chose. Et on revient sur cette histoire d'enclos et d'animaux enfermés. Eh ben, on creuse. Et le film de commande tel que je le conçois, eh ben c'est un travail de mineur. La pénibilité du travail mise à part quand même. Mais je creuse et je regarde. C'est un travail d'archéologue peut-être. Je creuse et je regarde ce qui est intéressant de retirer de tous ces débris, tous ces amas, toute cette terre que je viens de ramasser. Et y compris dans la prise en compte de la vie quotidienne et des contraintes financières. Et puis aussi, il faut savoir couper au montage. Alors ça, moi, je pense que maintenant, je commence à y arriver. Pour les élèves, c'est juste l'horreur. C'est-à-dire qu'ils ont 1 minute 10 pour un film qui doit faire 1 minute. Alors ils disent 10 secondes, s'il vous plaît. Alors on dit non, pas 10 secondes. On va encore creuser. On va encore voir. Et c'est pas tant où est-ce qu'on peut couper. Mais c'est comment tu peux envisager ton montage différemment. Qu'est-ce que tu peux amener à ton film qui fait qu'en 1 minute, eh ben, il sera vraiment, vraiment, vraiment nickel. Et parfois, eh ben, les 10 secondes sont nécessaires. Mais elles sont nécessaires. Elles ont été gagnées par une explication, par une justification qui est absolument certaine. Maintenant, je vais vous parler du client. Parce que dans ce processus, jusqu'à présent, je vous en ai pas beaucoup parlé. Il est un peu tout seul dans son bureau et il se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ?» La première chose à faire avec un client, c'est un peu de pédagogie, souvent. C'est un peu délicat parce qu'en général, il est absolument sûr d'avoir tout bien compris. Ce qu'il faut lui expliquer, c'est que quand il fait une commande, il ne fait pas que me commander un produit. Il ne me demande pas juste 3 minutes d'anime. Quand il me fait une commande, ce que je veux qu'il comprenne, c'est qu'il va aussi commander du temps, de la réflexion qu'on va avoir sur son film, et notre point de vue aussi, quelque part. Si un client me demande un truc qui est complètement mais à l'opposé de ce en quoi je crois, je vais pas lui dire oui. Je vais dire, je pense que il y a un tel là, il est vraiment nickel pour faire ce travail-là. Et il faut lui expliquer aussi que lui, son travail, ça va être d'accompagner ce film. C'est-à-dire d'être là quand il faut au moment des validations. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il valide le scénario au bout d'un mois et pendant ce temps-là, tout prend du retard. Donc ça, c'est un constant travail. Alors il y en a qui le savent très bien, qui savent très bien faire, mais dans des petits musées où ils ne sont pas habitués à demander des films, et surtout pas des films d'animation, c'est vraiment quelque chose à faire d'emblée, parce que sinon on va droit dans le mur avec des gens qui ne comprennent absolument pas nos impératifs. Et puis aussi, il faut qu'ils comprennent qu'il a des impératifs financiers qui sont super importants, parce qu'il a commandé un film avec un petit budget, à une petite équipe, mais du coup cette petite équipe, elle n'a pas non plus les reins suffisamment solides pour pouvoir attendre des mois son paiement. Donc ça aussi, c'est une chose à laquelle il faut être super attentif. Et de ce point de vue-là, donc là je reviens un peu sur les questions que Nicolas et Mickaël avaient posées, l'indépendance pour faire le film est super importante. Donc je travaille dans une toute petite structure, et je travaille sur le film de bout en bout,
je fais la relation avec le client et chaque étape de notre travail peut être expliquée directement au client. C'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un qui va devoir expliquer le scénario, puis une autre personne qui va devoir expliquer autre chose. On explique vraiment tout, on fait valider au fur et à mesure tout, ce qui permet d'avoir un travail où on perd le moins de temps possible, donc le moins d'argent possible. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis, ça nous permet d'être souple et de pouvoir se dire, là, par rapport au temps qui nous est imparti, on ne pourra pas faire tel type d'animation, on va plutôt travailler avec tel logiciel, et on peut expliquer ça au client et lui expliquer comment est-ce qu'on a fait pour que cette contrainte-là, elle soit super créative et qu'il ait quand même un film qui tient la route et qui a un intérêt. Alors... donc en fait, ce à quoi j'arrive comme conclusion, c'est que les images animées, elles ont une force incroyable, que nos idées sur le monde, notre vision de celui-ci, et en plus de ça, enrichie des savoirs neufs qu'on vient de recevoir, ils peuvent s'exprimer à travers un film de commande et rencontrer un public nombreux. Et c'est un pan entier du cinéma d'animation qui est porteur d'une vraie et profonde liberté. Mais de ça, il faut en être conscient. Et je pense que si on travaille tous de plus en plus dans cette optique-là sur un film de commande, alors le regard du commanditaire change aussi. Et le public, lui, je reviens là-dessus parce que c'est extrêmement important, le public, lui, il est le même. Et c'est pour lui qu'on travaille. Donc, je voudrais que vous fassiez, vous aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, ce travail conscient de réflexion sur les contraintes et sur votre rapport avec celles-ci à l'aune de votre propre pratique créative. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, faites-le. Je pense que c'est extrêmement intéressant et très riche en découvertes sur soi. Voilà. Merci. Merci, j'espère que j'ai pas été trop... J'ai pas trop gambadé dans la campagne. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Merci. J'ai une question par rapport à comment, face au budget soumis par le client, comment est-ce qu'on estime en deçà de quel prix on ne peut pas aller? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que je n'ai pas abordé ce point-là dans mon intervention. Donc en fait, quand on répond à une demande, à un appel d'offres, tu as plusieurs cas de figure. Tu vas avoir l'appel d'offres où on ne te donne pas du tout de fourchette de prix. Tu réponds, tu fais ton devis. Ils prennent tous les devis des gens qui ont répondu. Celui qui est le moins cher, ils vont lui mettre 100 en note, une note de 100 si tu veux sur 100. Et puis celui qui est le plus cher, ils vont lui mettre 0. Et puis ils vont faire toute une abac comme ça et ils vont prendre le prix le plus intéressant. Ils vont donner une note au prix. Après, tu as des appels d'offres où ils vont te dire on a une fourchette entre 10 000 et 15 000 euros. Et toi, tu donnes ton prix et celui qui est le mieux, artistiquement parlant et financièrement parlant, il a gagné. Et puis, tu as ceux qui disent on n'a que 12 000 euros. Voilà. Depuis quelque temps, on ne répond plus aux appels d'offres où ils n'ont pas de données sur le prix. Alors, pourquoi ? Et ça, c'est un truc que je leur explique parce que je téléphone pour dire vous avez combien, et ils nous disent ah non, on va pas vous dire, on le dit à personne. Alors eux, en fait, leur machin, c'est ils s'imaginent que du coup ils vont avoir des super offres, tu vois. On répond pas parce que c'est stupide. C'est stupide, foncièrement stupide. Dire peut-être qu'on va peut-être tomber juste et on aura le truc, mais c'est tellement crétin dans leur manière de penser les choses. Ce que je leur explique, c'est que nous, on va faire tout pour que dans notre cervelle, on arrive à mettre en œuvre le budget qu'ils ont. Et on donnera 200% de nos capacités pour gérer ça. On va trouver des solutions techniques, on va trouver des solutions artistiques. Il y a toujours moyen, sauf avoir un budget vraiment ras des pâquerettes, mais il y a toujours moyen d'être inventif et créatif. Ce qui me fait penser à un truc que je n'ai pas dit, mais la production,
c'est créatif. Il n'y a pas que la personne derrière son bureau qui dessine, ou celui qui anime, ou celui... La production, c'est créatif. Michael, être créatif en production, c'est super important. Donc on la met en œuvre aussi, cette créativité-là. Donc après, quand on sait qu'on a 12 000 €, on réfléchit, on se dit, tiens, j'aimerais bien faire de l'animation avec des empreintes de doigts. Ça me plaît, mais par contre, je ne vais pas faire ça sous la caméra parce que pour le prix, c'est pas possible. Donc je vais le faire avec After Effects. Comment je vais faire pour pas avoir des flous quand je suis plus près? Et tu mets vrai, quand tu es face à ce budget-là, tu mets vraiment en œuvre tout ce que tu as dans ta tête. Et je vais juste rajouter un truc, c'est que donc j'ai pas fait de formation en animation. J'ai été costumière dans le théâtre pendant 12 ans. Puis j'ai aussi travaillé en usine de confection pendant 1 année où j'étais à la chaîne. Et puis j'ai aussi fait plein de boulots différents. Tout ça, je le mets en branle au moment où je réfléchis à un appel d'offres. Je vais me dire, je me souviens, mon patron, il faisait ça quand j'étais à l'usine, où il y a telle fille qui a dit tel truc. Et tout ça, ça permet de penser un budget et une réalisation différemment. Une toute petite question, en règle générale, avec ces magnifiques, vous répondez à des appels d'offres. Est-ce que vous êtes force de proposition sur certains musées? Parce que c'est vrai que finalement, l'animation est souvent confinée à une cible, qui est une cible plutôt enfantine. Mais est-ce que vous faites des propositions, maintenant que vous avez des relations peut-être avec des musées ou des gens, des décideurs, justement d'utiliser l'animation pour un public qui n'est pas forcément le public des enfants? En fait, finalement, on est... Alors, j'ai pas fait le calcul, mais on n'est vraiment pas majoritairement sur un public enfant. Sauf pour le musée de la Corse, où là, c'est une volonté de la personne qui passe la commande, qui est la directrice de la médiation, qui veut absolument qu'il y ait un film pour les enfants qui leur permette d'aborder la complexité de l'ensemble de l'exposition qui suit, pour qu'ils puissent aller dans l'expo et tout comprendre. Donc là, c'est vraiment une volonté pour les enfants. Mais Du soleil en bouteille, c'est tout public. Donc ça explique en fait comment, à partir de la récupération, à partir de l'électrolyse, on récupère l'électrolyse de l'eau, on récupère de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc cette électrolyse est faite avec de l'énergie solaire. Cet hydrogène et cet oxygène sont stockés et quand on a besoin d'électricité, on passe par une pile à combustible pour récupérer l'électricité. Donc ça, c'est tout public. Énergie Nouveau Rêve, c'est pareil, c'est tout public aussi. Monsieur Machine, c'est pas de l'animation, c'est un parcours graphique dans une exposition. La mécanique du rail, c'est tout public. Donc je dirais peut-être on est 50-50. Le film pour La Cité des Sciences, donc c'est un film interactif qui, au final, il y a 8 scénarios différents qui chacun, quand on suit tout le déroulé, doit faire à peu près 8 ou 10 minutes. Et là, c'est plutôt un public adulte, parce que c'est des notions assez complexes. Donc voilà, mais après, oui, les musées avec lesquels on travaille habituellement, les gens qu'on apprécie et dont l'approche du public va vraiment dans le sens qu'on aime bien, on parle avec eux et parfois de discuter, de parler de ce qu'on fait par ailleurs, soit Benjamin, soit moi. Ça leur donne des idées et après ils nous recontactent pour d'autres appels d'offres. Mais aussi on fait de la prospection sur d'autres musées. Est-ce que ça répond à ta question, Cédric? Voilà. Avec des gens? Quelle horreur. Non, j'aime bien le travail avec les comédiens. Le travail de voix, c'est vrai que c'est chouette. Depuis quelques années, on travaille avec des super comédiens et ça, c'est vraiment très agréable. Et j'ai des projets personnels, mais en spectacle vivant parce que voilà, j'aime le public, j'aime les gens. Donc j'ai envie de revenir à quelque chose de plus direct. Et ça n'a rien à voir avec le schmilblick. D'abord, merci pour votre intervention. En fait, moi, ce qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est ce que vous avez dit au début sur la VAE. Parce que j'ai aussi un passé professionnel qui n'a strictement rien à voir avec l'audiovisuel et l'animation. Et en fait, la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça apporte à part le papier, en disant que ça y est, on est officiellement reconnu. C'est une bonne question.
Ça a été très long, ma VAE. Donc on fait un premier dossier où on explique un dossier administratif avec toutes ces fiches de paye des dernières années. Moi, ça en faisait 120, c'est cool. Et puis ensuite, on fait un dossier où on explique point par point chaque petite expérience, même si elle n'est pas dans l'anime, qu'est-ce qu'elle amène par rapport au référentiel du diplôme. Par exemple, il y a des parties de gestion. En quoi le fait que j'ai été travailleur indépendant comme couturière il y a des années fait que je connais la compta, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est long. Dans mon cas, ils ont perdu mon dossier, ils ont oublié, ils m'ont envoyé le passer à Paris alors qu'il y a les stats ici où j'aurais pu le passer. Enfin bon, bref. Et donc ça a duré à peu près 3 ans entre le début où je me suis dit je vais faire une VAE et le moment où j'ai eu le diplôme. Et donc quand je suis passée, le moment où j'étais convoquée, quand je suis passée, ils m'ont dit alors, pourquoi est-ce que vous faites une VAE? Et là j'ai dit mais écoutez, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais dit ça va me permettre d'avoir un diplôme post-bac que je n'ai pas. Parce qu'après le bac, j'ai juste passé un CAP en fait, donc c'est voilà. Et ça va me permettre de répondre à, par exemple, une annonce d'emploi dans l'administration, peut-être auprès, je ne sais pas, d'un centre qui va demander un certain niveau d'études pour pouvoir passer. Voilà. C'était un peu ce que j'imaginais. J'imaginais reprendre mes études. Le temps est passé, j'ai fait plein de trucs, et quand je me suis retrouvée devant le jury, j'avais plus très envie de reprendre des études. Voilà, ça permet ça. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi d'utiliser un système qui est en place, qui fonctionne de manière bancale, et de se positionner par rapport à ça, de dire c'est important de valider, qu'une expérience professionnelle soit validée. Faites votre travail. Faites votre travail. Vous faites de la communication partout sur cette VAE. Le moindre rendez-vous au Pôle emploi, vous avez des placards comme ça partout. Eh bien, allons-y. Montrez-moi ce que vous faites. Ah, ça prend 3 ans, vous avez perdu mon dossier, mais et alors? Et voilà. Et ça, je pense que cette position-là, il faut l'avoir, c'est important. Ça me permettait aussi une dernière chose. Il y a une aide du CNC, ça a changé depuis, qui ne pouvait être demandée que par des gens qui avaient fait certaines écoles, ou qui avaient un film qui était passé à la télé, ou qui avaient un film qui avait été sélectionné. Ce qui me permet aussi de dire quand même qu'il y a peut-être un moment où il va falloir que les instances nationales ouvrent les yeux sur les films de commande, parce que je ne fais pas le calcul, je ne sais pas combien d'heures de films j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais en termes de public, quand on a un film qui passe à la Cité des Sciences pendant des mois, qui tourne dans 10 pays, qui sont vus dans toutes les cités des sciences du monde, je me demande bien pourquoi est-ce que cette expérience-là est moins regardée qu'un film qui a été sélectionné par un jury dans un festival d'animation. Et ça aussi, il faut le porter, il faut le dire. C'est vraiment important. Et c'était pour ça que j'avais passé aussi ce diplôme-là. Voilà. Maintenant, j'ai le papier, mais bon, je ne veux pas reprendre mes études et j'ai rien à demander au CNC, donc bon. Voilà, j'ai en partie ma réponse. Mais faites-le. Et de toute façon, ça peut être une bonne chose à un moment de se poser, de regarder son parcours et de se dire « Ah tiens, j'ai 46 ans, donc j'ai 46 ans. J'ai 46 ans, j'ai arrêté mes études après le bac. J'ai travaillé dans une usine à la chaîne. J'ai habillé des gens pour le théâtre pendant 10 ans. J'ai arrêté, j'ai fait un livre pour enfants, autoproduit. Je n'ai pas continué dans l'édition, j'ai fait autre chose. J'en suis où, quoi? Et de se dire, finalement, il y a un putain de sens dans tout ça. Tiens, aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Et chaque choix que je fais, que ce soit un film, ou bien quand je prépare le spectacle que j'espère jouer très bientôt, je me dis, je suis à ma place et je suis bien. Voilà. Merci. C'est bon? Bonjour. Bonjour. Merci effectivement d'avoir votre témoignage. Moi j'ai une question. Vous parlez de petit budget en termes de commandes. Comment est-ce que vous gérez ça en fait sur votre carnet de commandes, j'ai envie de dire? Vous travaillez sur plusieurs films en même temps.
Ou alors vous enchaînez film après film. Un film, ça vous prend potentiellement beaucoup de temps quand même à faire ou... Là, on va être sur les derniers projets, on est aux alentours de 12 000 € TTC pour des films qui font entre 3 et 4 minutes. Donc on ne peut pas y passer 10 mois. Hein. Donc, par rapport à ça, on est, je pense, Benjamin dirait la même chose et tous les intervenants sur nos films, on est correct, on se paye bien. Pas des 100 et des 1000, mais voilà, on a de quoi vivre et ça se passe bien. Parfois, on a des films en même temps, mais c'est pas une volonté managériale, je dirais, ou de gestion. C'est plus que ça se trouve comme ça, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, d'ailleurs. Et sinon, on a de la chance. Je peux pas dire, je touche du bois. Les films s'enchaînent. Très souvent, par contre, on n'a pas de vision à long terme. Hein. Ça, c'est sûr qu'on est... Des fois, il y a un trou de 2 mois entre, mais ça va, quoi. Il n'y a pas de... Jusqu'à présent, on arrive à enchaîner les projets. Et de toute façon, on ne reste pas inactif entre deux et on fait plein d'autres choses et ça se nourrit, donc il n'y a pas vraiment de perte, quoi. Voilà. Bonjour et merci pour votre témoignage également. J'ai une question peut-être un peu plus technique, c'est sur la forme juridique de votre structure, en fait, pour savoir un peu comment c'est organisé. Alors, c'est une structure associative, donc c'est magnifique. Hein. C'est une structure associative. La présidente est une archéologue qui fait beaucoup de médiation en archéologie auprès des enfants et qui a complètement cette même optique que nous par rapport aux films institutionnels. Et notre personne du bureau est la compagne de Benjamin, et donc pareil, qui a les mêmes idées, on va dire. Ça, je pense que c'est un truc qui est super important. On est soutenu dans cette voie-là, et on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'ils relisent les dossiers, on a des avis, et des avis intelligents. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà. Et donc Benjamin est freelance et moi je suis intermittente. Je travaille aussi parfois pour d'autres structures. Et je reprends un petit peu le travail en spectacle vivant, en costume, en mise en scène, en plus pour panacher un peu mes activités et avoir un peu plus de travail. Voilà. Plus de questions? Merci. Encore une question, désolé. Moi, c'était pour savoir si vous avez déjà eu des clients qui ne voulaient juste laisser aucune place à la créativité, ou c'était vraiment eux qui décidaient et que vous étiez juste des exécutants, ou alors qui vous donnaient vraiment des idées, mais mauvaises, tout simplement, et que la vidéo aurait été mauvaise et que ça fonçait droit dans le mur. Et comment gérer ça? On a tous les cas de figure. Mais nos clients, soit ils sont des gens bien élevés, soit on les élève bien. Mais vous n'avez jamais eu quelqu'un qui Si. a borné jusqu'au bout? Non, borné, non. Franchement, borné jusqu'au bout, non. Puis je vais vous dire, il y a aussi un truc qui est quand même particulièrement agréable, c'est quand on va avoir une demande avec des gens qui sont assez exigeants, par exemple, on va dire politiquement parlant. Eh ben, c'est vraiment le pied d'arriver à contourner ça et de faire glisser des trucs dans son film qui portent notre propos aussi. Donc après, c'est une question de dosage. Hein. C'est vraiment... c'est un métier où c'est presque 50% de psychologie, quoi. Donc comment est-ce qu'on... Enfin, on n'y va pas cash en disant on a une idée géniale maintenant, Coco, là, c'est bon, tu te calmes, voilà. Non, il y a tout un tas de détours à prendre pour qu'ils nous disent « Ah putain », pour presque qu'il ait l'impression que c'est lui qui a eu l'idée, quoi. Ça, c'est bien. Et avec Benjamin, on arrive à... Alors, on ne fait pas comme dans le film tout à l'heure, on ne fait pas le gentil et le méchant. On devrait tester. mais on arrive toujours à trouver quelque chose. Et par exemple, sur Risque, où on devait inventer une sorte de ville utopique dans laquelle il y a un très très gros problème, et puis les gens doivent décider s'ils vont prendre telle ou telle solution,
on s'est rendu compte qu'en fait, on a travaillé à partir d'un discours de Charles de Gaulle au moment du référendum pour l'Algérie française. Et on trouvait que la façon dont il parlait, c'était exactement la manière dont on avait envie de faire parler le politique qui allait essayer de persuader les gens de prendre tel ou tel vote. Et Benjamin, il a fait une espèce de personnage et c'est juste de Gaulle, quoi. Et voilà, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais dans la façon dont on a amené ce film, il y avait plein d'ironie dedans et notre client a vraiment été super. Alors qu'au départ, c'est quand même la Cité des Sciences, en tout cas sur ce film, on avait vraiment plusieurs interlocuteurs pour la validation et on n'était vraiment pas sûr que ce genre d'image allait passer, et puis si, en fait. Mais on est content parce qu'on travaille pour des gens très intelligents. Voilà. Merci. Merci à vous.